Bonjour, aujourd'hui on avait envie de parler d'un sujet un petit peu particulier parce que chez Onidou on fait des ateliers pour les futurs et les jeunes parents, mais pour certaines familles, devenir justement une famille c'est un parcours qui est peut-être plus compliqué que prévu. Et du coup aujourd'hui on accueille Marine qui a été une très très belle rencontre sur mon parcours de création, qui est passée justement 3 fois par la PMA et qui a du coup aujourd'hui 3 merveilleux enfants, mais on voulait échanger un petit peu sur ce parcours qui est très particulier, qui amène à une parentalité aussi différente, qui a des joies comme on le voit aujourd'hui avec Constant qui est là, mais des difficultés qui peuvent être autres aussi qu'un parcours classique. Tout à fait. Voilà. Alors, je sais pas, je pense que ça peut être intéressant d'expliquer à quel moment tu t'es rendu compte que ça allait être compliqué de pouvoir avoir une procréation naturelle et que vous avez dû vous tourner... Tout à fait. Alors, on s'est mariés, tout simplement. Donc, on était ensemble depuis déjà 5 ans. Et on s'est mariés, on avait déjà lancé l'arrêt de la contraception depuis un petit moment. Puis, ça venait pas. Mais, vu qu'on était dans notre projet mariage, on ne se posait pas du tout la question. Et une fois que l'heureux événement est passé, on s'est un peu attelé à la tâche. On s'est dit, il y a peut-être un souci quand même. Ça faisait plus d'1 an, donc j'ai pris rendez-vous chez un gynéco à Rennes. J'ai tapé spécialiste de la reproduction dans Google, tout simplement. Et je suis tombée donc sur un gynéco qui m'a reçue très rapidement, d'ailleurs, et qui, au vu de mon jeune âge, que j'ai 24 ans, m'a répondu qu'un enfant, ça ne se faisait pas comme on commande une voiture. Il faut pas chaleureux. Chaleureux, voilà. Super donc chaleureux. J'avais pas l'intention de commander une voiture, évidemment. Donc on a repris rendez-vous 2 mois après, avec un autre gynéco qui a bien vu qu'au vu de notre âge, 24 ans, c'est pas normal de mettre 18 mois. Quoi. Donc on a fait toute la batterie de tests, tout qui est assez conséquente, et on est parti en insémination. Ok. Donc insémination, geste classique en PMA. Donc ça c'est le premier geste finalement. C'est le premier geste qui va être fait. Alors c'est juste que du coup c'est un ovule et les spermatozoïdes du papa. Comment ça se passe? Alors l'insémination c'est donc le papa qui va à la clinique, on récolte son sperme, il est trié quand même, et en fait on te l'insémine via seringue classique. Voilà, c'est classique. Tu as quand même toute une batterie de contrôle avant, où on vérifie pour qu'on tombe bien dans l'ovulation. D'accord. Et là, pour le moment, il n'y a pas de traitement hormonaux et tout ça. Un petit traitement léger pour qu'on puisse maîtriser en fait l'ovulation. Très bien. Donc on a fait les 6. Les 6 qui sont aujourd'hui remboursés par la sécurité sociale. On a fait les 6 et rien. Rien. Pas même une accroche, pas un faux départ, rien. Donc, ça a commencé un petit peu à alerter notre gynécologue qui a poussé les examens plus loin. Donc, on a fait, alors là, vraiment, la panoplie, le test de 1 heure, l'hystérosalpingographie, enfin, tout ce qui va avec. Et puis, on était en plein mois d'août. Et là, je reçois, moi, les examens, les résultats. Et je commence à lire et avoir des taux catastrophiques en hormones, parce que après tu commences un peu à t'intéresser à la PMA, tu commences à te documenter, les blogs, notre cher Doctissimo qui raconte pas toujours des choses super, mais voilà. Et je commence à regarder ça, je me dis mais c'est catastrophique, donc j'appelle le médecin. Et c'est une anecdote que je raconte souvent parce que j'ai appelé le médecin, c'était le jour de la rentrée scolaire. Et puis le médecin a pris sa journée pour amener ses enfants à l'école. Donc, je me rappelle que de rage, j'avais pensé, elle a des enfants, elle. Voilà. Et elle m'a rappelé le lendemain en me disant que je devais être enceinte. Ça devait être ça. Parce qu'elle ne comprenait pas. Évidemment, je n'étais pas enceinte. Ça aurait été trop facile. Voilà, ça aurait été trop beau. Elle a demandé un contre-avis à un professeur, quelqu'un qui est assez connu sur la région de Rennes pour ça. Et là, mon dossier est passé en FIV 15 jours après. Voilà, j'étais sur la prochaine liste. C'était urgent parce que j'étais préménopausée à 23 ans. Oui, c'est un peu tôt. Très tôt. Pas trop préparé, pas du tout. Et puis, c'est vraiment tombé comme ça, quoi.
c'était vraiment la surprise. Ouais, parce qu'il La n'y a pas de grosse côté surprise. héréditaire dans ta famille de ménopause Eh jeune. bien, oui, ma maman a 5 enfants et le dernier, elle l'a eu à 39 ans. Oui, donc... Il n'y avait vraiment rien qui pouvait nous laisser penser à Et il y a ça. des explications qui t'ont été données aujourd'hui par rapport à ça ou pas du tout? Aucune. On sait que la préménopause ou l'insuffisance ovarienne a été accélérée avec les inséminations. Ouais. On a fait beaucoup d'inséminations à suivre. Ouais. On attendait un cycle de repos, on continuait, etc. Elle a été accélérée, ça c'est sûr. Après, d'où elle vient, on n'en sait rien. Donc voilà. On est donc du coup ensuite parti en fécondation in vitro très vite, très vite, puisqu'on a été mis prioritaire. Voilà, on a attendu que le cycle commence. Le traitement a été du coup conséquent. Et on s'est retrouvé à faire une ponction d'ovocytes, donc une fécondation in vitro. En fécondation in vitro, tu as 2 types de fécondation in vitro. Tu as la première où on ponctionne les ovocytes de la dame, on prend le sperme de monsieur. Ils font un tri, ils mettent tout ça dans une pipette et la nature fait le reste. Son travail. Voilà. Dans notre cas, c'était trop risqué parce que on ne savait pas comment avait avancé l'insuffisance ovarienne. Donc ils sont partis du principe qu'ils allaient prendre l'ovocyte, le spermatozoïde, et le mettre dans l'ovocyte. Ils faisaient vraiment tout le travail. Ah oui. Voilà. Ils faisaient vraiment tout le travail. Donc ça a énormément évolué, parce que ça, je suppose que ce sont des techniques quand même de pointe, du coup, oui. Ou c'est déjà relativement ancien? Alors, déjà, ça se fait beaucoup. Ça c'est un coût supplémentaire, évidemment, pour la sécurité sociale. Donc, ils le font que dans certains cas. Dans notre cas, avant de partir en fécondation in vitro, on devait faire 50-50. Voilà, on prenait la moitié des ovocytes, on faisait ça. Sauf qu'il y en avait tellement peu, qu'il n'y en avait que 4. Que du coup, ils ont décidé de faire... pour être sûr de rien rater. Et sur nos 4 ovocytes, nous en avons eu 3 embryons. Donc, dans mon malheur, on va dire, parce que 3, on n'a pas beaucoup d'espoir d'avoir parce qu'on sait que c'est 20% des fécondations in vitro qui prennent, donc c'est quand même peu. Bon, j'ai un corps qui est apparemment défaillant sur le côté préménopause, mais qui sait les garder. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, du coup, ça a été 3 sur 3. Non, pas tout à fait. Ça a été un qui a fonctionné, donc il est né 9 mois après. Notre médecin nous avait alerté sur le fait que, ne sachant pas comment ça avançait, si on voulait d'autres enfants, sachant que là on avait eu la chance que ça fonctionne, il fallait quand même pas trop traîner. Donc on n'a pas trop traîné, parce que 6 mois après on transférait le deuxième. Donc on a vraiment donc là ton aîné aujourd'hui à quel âge? Mon aîné aujourd'hui à 4 ans et demi. 4 ans et demi, le deuxième? Le deuxième à 3 ans. 3 ans, et Constant? Et Constant à 1 an. Entre Martin et donc l'aîné et la deuxième, il y a eu un échec. Il y a eu un embryon qu'on a transféré et qui n'a pas tenu. Donc le cycle suivant, on a enchaîné. C'était vraiment un parcours sportif, pour le coup. Oui, pour le coup, C'était assez sportif. Donc quand la deuxième a pris, entre guillemets, on n'en avait plus. On n'en avait plus du tout. Et puis le temps passait. Enfin, le temps passait, tout est relatif, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps non plus entre les deux derniers. On s'est dit, nous, dans notre idéal, on voulait 3 enfants. Oui. Et donc, on avait, dans notre idéal, quand on s'est mariés, on voulait 3 enfants. Alors, dans l'idée, avec 3 ans d'écart, la famille classique, finalement. Donc, je me suis dit, ça a bien marché. J'étais pleine d'espoir. J'ai rappelé ma gynéco. J'ai dit, on recommence. Elle m'a dit, mais vous êtes folle. Mais on est reparti quand même. Là, j'avais avancé. Faut savoir que les grossesses, ça met quand même une pause à l'avancée de l'insuffisance ovarienne. Donc, c'était très bien. On a bien corsé le traitement quand même. Donc, il y a eu beaucoup plus d'effets secondaires. Et on a quand même obtenu 3 embryons. Super. Et Constant a été transféré directement. Et Constant est né. Génial. Donc, on en a 2 au frais. Oui. Tu continues ou... Je crois que monsieur n'est pas d'accord. 5 enfants, écoute. Après, on peut pas. Ils sont là tous les ans, en fait, quand tu as des embryons au frais, congelés, ils sont congelés, tu as une lettre tous les ans te demandant ton avis. Donc, tu peux les détruire, les donner à la science, faire un don ou le transférer. D'accord. Donc, tous les ans, tu as le courrier. Donc, tous les ans, ça te remet en... Dedans.
Et du coup, quand tu parlais justement des effets secondaires et tout ça, est-ce que tu as envie d'en parler un petit Oui, peu? bien sûr. Parce que... Alors, les effets secondaires des hormones, non, ça c'est une montagne russe. Hein. Finalement, c'est un peu comme la grossesse. Ouais, C'est-à-dire que tu as des douleurs, alors au ventre, parce que c'est des piqûres, ok. très souvent, donc bah, tous les jours. Que tu te fais toute seule? Au début, on te conseille de prendre un infirmier Ouais. qui vient. Oui, tu le fais, il t'explique. Ok. Après, tu peux facilement le faire toute seule Ouais. ou avec ton conjoint. Alors moi, je me le faisais toute seule. Ouais. Et c'est quand même plus pratique puisque finalement, tu vas vivre PMA. Ouais. Donc, tu vas manger PMA, tu vas dormir PMA. Et dans ta sortie du soir au ciné, au resto, ben, à un moment donné, il va falloir que tu ailles te piquer. Ouais. Donc, Est-ce que tu te piques combien de fois par jour? Une fois. Une fois. Le soir. D'accord. Et quand tu déclenches ton ovulation, tu as une autre piqûre. D'accord. Pour déclencher Ok. les choses. Donc tout ça, ça devient ta vie. Ouais. Donc tu ne penses plus qu'à ça, Ok. tu comptes tous les jours, tu fais tout ça. Quoi. Mhm. Donc à la fin, tu les fais toute seule Ouais. et voilà. Mais forcément, bah, tu as des bleus, ça fait des petits œdèmes, Oui. tu gonfles Ouais. du ventre. Ok. Et puis dans les effets secondaires aussi, quand tu as transféré un embryon, tu prends de la progestérone, Ok. qui est une hormone qui finalement te donne tous les signes de grossesse. D'accord. Donc c'est très trompeur parce Ouais. que tu peux penser Bah oui, tu y crois, être du coup, enceinte forcément. alors qu'en Donc fait, c'est quoi? C'est les nausées et tout ça que les tu vas avoir? nausées, la progestérone, tu as deux choix, soit tu le mets en vaginal, soit tu l'avales. Quand tu Ok. le mets en aval, tu es un peu bourré, donc Ok. tu as aussi cette sensation de voilà, pendant 20 minutes, tu Ouais. très clair. Enfin, Ah oui, à ce point-là, donc ouais, c'est une non, grosse dose de... c'est quand même assez conséquent. Ouais. Alors, après, tu as certaines résistances, il y a Bien certaines sûr. personnes qui... Oui, oui, voilà. c'est comme le corps humain, de toute façon. Voilà, Ouais, de ouais. toute façon. Mais oui, Ok. c'est quand même assez lourd. Ouais. Assez lourd. Et ça, pour tenir justement dans le couple, dans la famille, enfin psychologiquement parlant, tout ce parcours-là, qu'est-ce qui peut impliquer? Après, c'est pareil, c'est propre à chacun, mais... Oui, c'est propre à chacun et à la longueur. Ouais. Alors nous, on a eu quelque part... ça a été intense, très Oui. intense, sur 2 ans. Mais pas si long que ça par un parcours PMA. Clairement. Ça peut durer 10 ans. Ça peut durer ouais. voilà, très très longtemps. Ouais. Au début, tu encaisses. Alors nous, dans notre cas, au début, on ne savait pas ce qui se passait. Ouais. Donc on se disait, bon, ça va venir. Mm. Et puis tu as toutes ces personnes qui te disent que c'est dans la tête et que ça va C'est venir. pas culpabilisant du tout, c'est Pas super. du tout, que tu dois arrêter d'y penser, des Ouais. choses comme ça, sauf que c'est pas possible. Bah C'est oui. clairement pas possible. Tu comptes, tu regardes, tu dis, ce soir, si t'as pas envie, c'est ce soir. Donc du coup, tu dois vivre avec ça. Au bout d'un moment, tu fais un enfant, tu n'as plus des rapports. Ouais. Oui, c'est ça. Tu fais un enfant, Ouais. c'est comme ça. Donc ça déjà, ça abîme un peu l'intimité du couple. Et, complètement. Ouais. Complètement. Il y a d'ailleurs le test de 1 heure qui existe et qu'on fait au tout début de la PMA, c'est-à-dire qu'on regarde en fait comment les spermatozoïdes rentrent à l'intérieur, etc. Donc on te dit, à cette heure-là, vous devez avoir un rapport. Ah oui. Oui. Oui, c'est sympa. C'est très spontané, c'est très... Oui. Voilà, ça devient très médical, quoi. À 10h ou à 11h, je ne sais plus le délai, Ouais. combien de temps tu as entre le moment où ils vont faire l'échographie et ça. Il faut qu'ils puissent regarder où on en est. Donc c'est très... Oui, c'est particulier, du coup. Oui. En fait, tes médecins sont avec toi tout le temps, finalement. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc tu as ton intimité qui est complètement inexistante. Voilà, inexistante, que ce soit quand tu vas en consultation ou chez toi finalement. Et puis dans ton couple, alors c'était moi qui portais le défaut, on va dire. Donc je l'encaissais et c'est moi qui me piquais. Je pense que c'est vrai que c'est d'autant plus difficile dans un couple où monsieur a on va dire, porte l'infertilité ou le problème. Et que c'est la femme qui encaisse les... Ouais. Et du coup, il y a un suivi psychologique qui est proposé. Alors, donc, toi, c'était à la Sagesse. Est-ce que par rapport à ça, justement, ils accompagnent? Parce que c'est quand même, du coup, un parcours, effectivement, qui est très particulier. Alors, non. On te propose de rencontrer la psychologue de la clinique. Après, c'est pas une obligation. D'accord. Donc, tu n'as pas d'accompagnement psychologique. Ok. Tu vas à des consultations. Donc, on te dit, aujourd'hui, à jour 4, jour 5, parce que tu as une vraie communauté et tu as un vrai langage, en fait. Bien sûr. Quand tu rentres en PMA, vous allez aller faire une écho. Donc, voilà, tu te débrouilles avec ton travail et ta vie et tout ça. Oui, parce qu'effectivement, tu dois avoir beaucoup de rendez-vous, du coup, à caler. Voilà, c'est ça. Et puis, tu n'as pas non plus d'horaire fixe. Donc, tu arrives, c'est le premier qui arrive, premier servi. Donc, tu peux très bien être à 6h30 devant la porte. S'il y en a 30 devant toi, de toute façon,
sortir pas de là avant 11h30. Ouais. Donc, tu as vraiment un rapport avec les médecins purement médical. Ouais. Ils vont faire l'écho, ils vont dire ok, on transfère les résultats auprès de la clinique, ils vous rappellent dans la journée, c'est tout. Donc, tu n'as pas ce suivi psychologique du tout. Et ça, c'est quelque chose que tu déplores, je suppose ? Oui, complètement. Et moi, je me suis, en 2014, même un peu avant, 2013, je me suis raccrochée au blog, clairement. Ouais. Au blog, aux expériences des filles. Alors, c'est souvent un peu négatif, parce que ce sont des filles qui souvent sont rentrées dans un parcours de PMA depuis très longtemps, et qui finalement se disent qu'il n'y a plus d'espoir, etc. Constant va nous renverser le verre. Oui, je pense. Un chouchou. Touche pas, hein. Tu te demandes ? Oui, oui. Merci, Sauveur Diego. Merci. Pourquoi on m'enlevait ça ? C'était bien. Donc toi, tu t'es raccrochée effectivement à Internet, aux expériences du coup de des familles autres qui avaient vécu ça. Voilà. Et puis j'avais créé le mien. Ok. J'avais créé mon blog. Ouais. Ça t'a fait du bien aussi de beaucoup. Pouvoir poser les J'ai rencontré les beaucoup mots. de monde. Ouais. Beaucoup de monde. Il y a même une lectrice qui est devenue une amie depuis qui m'a reconnue dans les couloirs de la sagesse. Non, c'était vraiment... moi, c'est ce qui m'a permis de tenir le coup. De tenir le coup. Ok. Même si, voilà, c'était assez intense et court. Ouais. Même si j'englobe quand même la grossesse de mon premier dans ce parcours de PMA, parce que très surveillée. Ouais. Parce que très angoissante, parce que Bien tu sûr. as peur de perdre le bébé tout le temps, jusqu'à Ouais. la fin. Il n'y a pas cette insouciance de Ouais. première grossesse, etc. Donc je me suis raccrochée à ça énormément. Ouais. Et le suivi psychologique, il n'y en a clairement pas. Ouais. Puisque même quand tu vas en consultation, c'est un peu la chaîne, quoi. Ouais. C'est un peu Donc il n'y la a pas de chaîne discussion, c'est vraiment. Non, c'est il n'y a vraiment pas purement de médical. comment ça va. Et encore, moi, je suis tombée vraiment sur une gynécologue exceptionnelle. Non, il n'y a rien. Exceptionnelle et avec qui ça a matché. Ouais. Mais sinon, c'est voilà. Le rendez-vous de 7h30 est-il là, écho, terminé. T'as même pas de nom, quoi. Non, quasiment pas. Non, Ouais. c'est vraiment un peu l'usine, quoi. Ouais. Un peu l'usine. Et ton mari, lui, parce que donc toi, t'as trouvé du soutien auprès des blogueuses, en écrivant toi-même. Ton mari, lui, il a vécu comment ? Est-ce que vous avez réussi à rester plus ou moins en phase sur les difficultés ? Oui, complètement. Ouais. Et on est resté en phase sur les difficultés. Il venait au maximum aux consultations. Avec toi ? Bien sûr. C'est pas possible à chaque fois, mais... Aux échos de 7h30, jeudi, non, c'est pas possible. Mais tu peux te lever, je pense. Oui, tu sais faire. Ouais. Donc non. Après, là où on a eu plus de difficultés, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça fait tant et tant d'échecs, la grossesse des gens, même si tu le veux pas, Ça te rend... t'arrives plus à t'en réjouir. Ouais. T'arrives plus à t'en réjouir. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué de se dire, nous, on va avoir un bébé. Super. Ouais. On est content. Et ça, c'est des choses que vous avez partagées justement avec votre entourage familial, le fait que vous aviez des difficultés, ou c'est resté pour le moment, Alors, dans un premier temps, Dans un premier temps, c'est resté notre secret. Ouais. Donc d'autant plus difficile d'exprimer... Tout simplement parce que tant qu'on était dans notre projet mariage Ouais. et que on avait arrêté la contraception, donc on n'était pas encore dans ce parcours de PMA, on se pose pas la question. Non. Ils vont se marier. Oui. Voilà. Mais au bout d'un an de mariage, tu as toujours la question de ces fameux gens. Hein. Alors le bébé, voilà. Donc au bout d'un moment, ça commençait à C'était devenu trop douloureux de répondre pesant. à chaque fois. Ouais. Quand on a arrêté les inséminations, quand on Ouais. nous a dit là il y a une insuffisance ovarienne avérée et importante, Ouais. là ça commençait à être difficile. Ouais. Donc là on a fini par le dire à nos amis, à notre famille, Ça a etc. été entendu, la difficulté du coup de tout ça ou... Notre famille, oui. Ouais. Nos amis, ça a été un peu plus compliqué. D'accord. Notre cercle proche de l'époque, c'était la période où il y a eu beaucoup d'annonces de grossesse. Ouais. Et du coup, c'était un petit peu plus... Il y avait un décalage à ce Ouais, moment-là. complètement. Ouais. Complètement. Et du coup, vous avez réussi à vous retrouver depuis la naissance ou c'est des amitiés qui ont été un peu abîmées Oui, par ça c'était un peu abîmé. Après, forcément, il y en a eu avec certains avec lesquels on s'est rapprochés et d'autres où la vie fait aussi, c'est normal. Oui, après, qu'on s'éloigne. selon chaque parcours. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, comme petit, guide de survie Pour survivre à ça. Ouais, quelque Alors, chose...
Alors, forcément, on se dit, quand tu rentres en PMA, tu vas, enfin, du moins à la sagesse, hein, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, tu vas à une réunion d'information, c'est obligatoire. Ta présence est obligatoire. Mais oui. Et c'est en fait une réunion qui est bien négative, puisqu'on te dit que t'as très peu de chance. T'as très peu de chance, que c'est lourd, que c'est compliqué, etc. Mais oui, tiens. Tu veux même plus. Et viens. C'est long. Ouais, je pense qu'on est déjà à 25 minutes. Ah oui, d'accord. Oh la vache, pardon. D'accord. Mais c'était la petite phrase pour finir, tu vois, le conseil. C'est de se dire que... alors, forcément, hein, on ne peut pas être optimiste et se dire que ça va réussir, c'est magique et la science fait des miracles. Non, pas encore. C'est de se préparer, en fait. Se dire que tu vas vivre un parcours, tu ne sais pas combien de temps, et tu connais pas l'issue. Tu connais pas l'issue. Donc, se préparer physiquement, mentalement. Donc, moi, j'avais lu beaucoup de choses positives, on essaie de rester positive, et essayer de discuter, vraiment, beaucoup avec les gens, surtout. Voilà. Super. Merci beaucoup d'être venue, Marine. De rien. C'était super. Et puis, moi, j'ai hâte de les voir grandir, ces petits bouts. Oui, ça pousse vite après. Merci. De rien, merci. Bonne journée. Laura.